Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vers de Terre Production. Je suis ravie de vous accueillir en compagnie donc, de Lucas Vernico pour vous parler de l'autofertilité avec l'agroforesterie syntropique. Avant de vous débuter, je vais vous présenter un petit peu Vers de Terre. Si vous nous rejoignez chaque semaine depuis cet été pour les webinaires du pôle formation, tout d'abord, merci de votre fidélité. Puis ensuite, vous commencez un peu à nous connaître. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, merci de vous rejoindre et puis bienvenue. Et pour vous parler donc un petit peu de Vers de Terre, c'est tout d'abord une chaîne YouTube, comme vous pouvez le constater, mais c'est également donc un pôle formation avec 5 filières différentes pour former donc à l'agroécologie, un pôle recherche et développement et accompagnement, et donc une équipe de plus de 20 personnes maintenant, et donc l'entreprise a débuté en 2017. Pour ce qui est du pôle formation, puisque avec l'intervention de Lucas, ça va être un petit peu le sujet aujourd'hui. Hop. Vous pouvez retrouver donc tout le catalogue de vers de terre sur notre site internet. Et pour vous présenter donc un petit peu comment ça se passe, vous retrouvez sur cette page. À partir donc de la barre de recherche d'en haut, vous avez accès soit au catalogue général, soit au catalogue spécifique aux formations longues. Et donc, puisqu'on a la chance d'avoir Lucas avec nous ce soir, vous pouvez retrouver sur le catalogue, j'attends que ça charge, voilà, général, vous descendez toute la page. Donc en haut, ce sont les formations que nous mettons en avant puisqu'elles démarrent prochainement. Mais sinon, vous pouvez sélectionner donc dans le catalogue par filière. Et donc en ce moment, sur la filière arboriculture, hop, vous retrouverez notamment la formation donc, de Lucas, s'initier à l'agriculture syntropique en climat tempéré, qui démarre le 6 octobre. Et donc, depuis la page de la formation, donc, vous avez accès au lien d'inscription, le programme en PDF téléchargeable, ensuite les différentes sessions. Donc, c'est la première qui démarre sera pour le 6 octobre, donc dans 2 semaines, et qui démarre par une classe virtuelle. La petite présentation de la formation, hop, donc les objectifs, la présentation de Lucas, mais que vous allez avoir en direct aujourd'hui. Et puis voilà, le détail du programme avec les différentes classes virtuelles, le présentiel et enfin les tarifs. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous, après l'intervention de Lucas, vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-nous en formation, on sera ravis de vous accueillir. Et puis Lucas, maintenant, hop, je te laisse la place. Super. Merci beaucoup, Émilie, pour ton introduction et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur l'autofertilité avec l'agroforesterie syntropique. Je vais partager mon écran. Clac. Est-ce que c'est bon de ton côté, Émilie, pour le partage d'écran? Ah oui, c'est bon, ça s'affiche bien. Oh, top. Et bien, on est parti pour aborder ce sujet. Avant de débuter, donc, petite présentation, je m'appelle Lucas Vernico, je suis formateur en agroforesterie syntropique et j'ai aussi le plaisir de coordonner un programme de recherche qui a débuté cette année, qui est financé dans le cadre d'un appel à projet de la région de Normandie, programme de recherche dans lequel on va aller faire différentes études et analyses, notamment à essayer de mesurer le temps et le coût de travail que c'est de planter un système syntropique et de le gérer. C'est un peu des données qui nous manquent. Et je vais aussi rédiger un guide sur l'agroforesterie syntropique qui vous sera disponible ultérieurement. Au niveau de mon parcours, j'ai pas fait d'études dans le monde agricole du tout. Je me suis plutôt passionné après avoir été mes études justement à toutes les techniques de régénération qui peuvent exister dans le milieu agricole et des écosystèmes de manière plus large. Et en particulier à l'agroforesterie syntropique il y a 4 5 ans. Et j'ai décidé d'aller explorer davantage ce sujet qui me passionnait. J'ai passé une année, grâce à l'école d'agroécologie voyageuse, à sillonner des fermes en France qui pratiquaient l'agriculture syntropique et aussi à me former auprès des différentes formatrices et formateurs qu'il y avait à l'époque. Ce qui m'a permis voilà, d'avoir une première vue d'ensemble et une compréhension assez fine et détaillée de ce que c'était l'agroforesterie syntropique. Et par la suite, j'ai confondé une association en janvier 2024 qui s'appelle Destination Syntropie, avec pour objectif de diffuser et de promouvoir cette pratique partout en France et de manière plus large en Europe sous un climat tempéré. Euh,
Voilà, et ça m'a donné l'opportunité de réaliser l'année dernière, l'été dernier, un Tour de France à vélo, des fermes en agriculture syntropique pour aller à la rencontre des praticiens et praticiennes de cette méthode, essayer de récolter leurs besoins, comprendre qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, quels seraient leurs besoins aussi au niveau professionnel, d'adaptation. Et voilà. Donc tout ceci me pousse là en novembre, décembre de cet hiver à m'installer en Corrèze où je créerai un centre d'expérimentation à l'agroforesterie syntropique afin de travailler, faire des recherches sur la question, faire des formations et aussi de créer des itinéraires techniques qui vont être adaptés au climat tempéré et à une activité professionnelle. Voilà. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est l'agriculture syntropique? Donc, l'agriculture syntropique, que vous entendrez aussi appeler agroforesterie syntropique ou syntropie, c'est une méthode qui s'inspire des savoir-faire millénaires des peuples premiers qui pratiquent cette forme d'agroforesterie qu'on appelle l'agroforesterie successionnelle ou agroforesterie de succession, qui vise à cultiver en accompagnant l'évolution naturelle de l'écosystème euh, qui tend quasiment partout sur Terre vers la forêt. De cette méthode d'agroforesterie de succession, pardon, est née l'agroforesterie syntropique. Elle a été théorisée et diffusée par Ernst Götsch, qui est un ingénieur agronome suisse, que vous avez à l'écran, qui a décidé à l'époque de démissionner de son poste de recherche dans l'amélioration variétale pour essayer de répondre à cette question qui l'animait: ne pourrions-nous pas obtenir de meilleurs résultats si nous cherchions des modes de culture qui favorisent le développement de plantes plutôt que de créer des génotypes qui tolèrent les mauvaises conditions que nous leur imposons? Son idée derrière, c'était que, au lieu d'adapter encore et encore des plantes à des conditions de sol de plus en plus dégradées, et si on essayait surtout de cultiver des plantes qui étaient adaptées aux différents stades de là où on est l'écosystème. Et, hop, pardon, un peu trop vite. Donc, il s'est donc lancé dans des expérimentations, d'abord en Suisse et en Allemagne, puis sur une ferme au Brésil de 480 hectares, dans lequel il a pu expérimenter cette pratique qu'il a développée, cette méthode de l'agroforesterie syntropique. Elle s'est progressivement répandue un peu partout dans le monde, jusqu'à arriver en Europe. Euh, hop là, je vais y arriver. Jusqu'à arriver en Europe, où elle s'est développée d'abord dans le bassin méditerranéen de l'Europe, donc en Espagne et au Portugal. Vous avez ici des images de la Quinta das Avilhas, qui est une des fermes de l'élève non, d'un des élèves d'Ernst Götsch, qui a créé sa ferme au Portugal. Et puis ici un exemple d'une autre ferme, la Loma Viva, en Espagne. Et aussi en Italie, là on est sur un système qui s'appelle Amadeco, qui est un centre d'expérimentation de recherche autour de l'agroforesterie syntropique, qui vise à essayer de créer des modèles à grande, enfin, comment on crée des systèmes dans des conditions très rudes que sont celles du sud de l'Italie, ici pour de l'olivier. Et bien évidemment en France aussi, vous avez 4 fermes que je vous ai mises là, que j'ai eu l'occasion de visiter lors de mon tour de France à vélo: le verger au Bois-Gourmand en Bretagne, le domaine du possible près de Arles, la ferme des Mawagites dans le Gers, et puis la ferme des Bocaux d'Amour en Bourgogne. Ouais, on a aussi des fermes en Allemagne, en Angleterre. Voilà, il y a vraiment, ça commence de plus en plus à se disséminer partout en Europe et à s'expérimenter de plus en plus. Voilà pour la petite présentation et introduction. Maintenant, je vais vous définir tout simplement qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie syntropique et on va rapidement aborder ses principes clés, pardon. Donc l'agriculture syntropique, ça vise à créer des agroécosystèmes qui vont être productifs et résilients et qui vont venir imiter les écosystèmes naturels environnants, qui est âgé de dynamique, notamment la succession écologique, et de fonctionnement. En accord avec la philosophie qui a été développée par Ernst Götsch et ses expérimentations, l'agroforesterie syntropique, ça nous invite à revenir à notre juste place.
c'est-à-dire là où nos actions individuelles et collectives, en partenariat avec le reste du vivant, vont être bénéfiques à l'ensemble de l'écosystème. Ainsi, l'agroforesterie syntropique, ça se veut à la fois une approche philosophique et une approche agronomique régénératrice, dans laquelle, dans laquelle nous, êtres humains, on retrouve une place juste et bénéfique au sein du vivant dans son ensemble. Sur le plan pratique, la syntropie, ça va s'appuyer sur 8 grands principes fondamentaux qui vont tous chercher à mimer les processus à l'œuvre au sein du biotope dans lequel on va souhaiter planter. Les 2 premiers principes, ils vont être là pour maximiser la photosynthèse. Pour maximiser la photosynthèse, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir créer des agroécosystèmes stratifiés, donc c'est-à-dire avec plusieurs strates de végétation qui vont être organisées selon leurs besoins en lumière, afin de capter le maximum de rayonnement solaire. Et on va aussi planter à très haute densité, beaucoup de plantes, pour capter le maximum de ce rayonnement solaire. Les 2 principes suivants vont être là pour mimer cette dynamique successionnelle qu'on a dans le vivant, à savoir, on va venir reproduire la succession naturelle dans nos agroécosystèmes syntropiques, c'est-à-dire planter des plantes qui vont se succéder dans le temps, et on va venir aussi mimer les mécanismes de perturbation écologique qui existent au sein des écosystèmes naturels. De plus, on va s'intéresser au cycle de l'eau et à essayer de reproduire les différents cycles de l'eau qu'on peut trouver au sein de la eau sur Terre, que ce soit au niveau macro, mais aussi au niveau micro, ce qu'on appelle les petits cycles de l'eau ou les cycles cachés de l'eau, que j'aborde plus en détail dans ma formation. Et enfin, les principes, les 3 principes qui viennent sont là pour essayer de créer un agro-écosystème le plus robuste possible. Et donc, on a l'autofertilité pour ça. On va aussi des agroécosystèmes qui vont tendre vers l'autofertilité, qui vont avoir une très haute diversité de plantes, c'est-à-dire beaucoup de familles et d'espèces de plantes différentes. Le tout dans un objectif d'atteindre un bilan positif, c'est-à-dire que notre agroécosystème dans son ensemble capte plus d'énergie qu'il n'en est. Voilà. J'aborde l'ensemble de ces principes lors de mes formations. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site web de Verter Production pour vous inscrire. Et donc, pour ce webinaire, je vais me concentrer en particulier sur l'autofertilité, qui est le thème de notre soirée. Petit disclaimer avant, petit point de vigilance, je vais employer le mot naturel de nombreuses fois, et lorsque je vais employer ce terme, c'est pour faire référence au fonctionnement des écosystèmes, sans les interventions et les destructions de l'homme moderne, que je n'inclus volontairement pas, pardon, de l'homme moderne, et j'inclus volontairement pas tous les hommes dedans, euh, car il y a bien, bel et bien encore des humains qui vivent en harmonie avec les autres êtres vivants qui peuplent les écosystèmes qui s'habitent. Et c'est d'ailleurs le chemin que nous invite à prendre l'agroforesterie syntropique. Comment retrouver cette relation de coopération avec les autres êtres vivants et comment on vient se réintégrer dans les différents cycles de la vie et dans les différentes dynamiques évolutives qu'il y a sur Terre. Donc en parlant de dynamique évolutive, lorsqu'on observe l'évolution des écosystèmes sous nos climats tempérés, ben, cette évolution naturelle, donc sans l'intervention humaine, ça les pousse à devenir des forêts. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, si on laisse faire, nos écosystèmes en climat tempéré tendent à devenir des forêts. Et une forêt naturelle, et c'est d'ailleurs vrai aussi pour les grandes steppes qui étaient jadis pâturées par d'immenses troupeaux d'herbivores, c'est autofertile. Il n'y a personne qui va venir y mettre du compost, du fumier, de l'azote ou que sais-je pour que les plantes poussent. Les écosystèmes, ils ont leur propre mécanisme pour générer et pour construire des milieux qui vont être toujours plus fertiles. Et au sein de nos agroécosystèmes syntropiques, on va chercher à venir mimer ces mécanismes d'autofertilité qui sont présents dans le vivant.
Pour cela, on va venir s'appuyer sur différentes voies de fertilité qui sont à notre disposition et qu'on va venir activer avec des tailles répétées sur des plans de support au sein de l'agroécosystème. Cette taille, on la nomme la taille de perturbation. C'est vraiment l'une des pratiques clés de l'agroforesterie syntropique. En quoi elle consiste? Eh bien, elle va consister à venir tailler de manière simultanée, une à plusieurs fois par année, en fonction des plantes et des conditions climatiques, des plantes support, qu'elles soient vivaces ou ligneuses. Et avec cette taille, on va chercher à mimer les dynamiques d'ouverture de clairières des milieux naturels qu'on a lorsqu'il y a des perturbations écologiques. Et on va aussi viser à ce que chaque plante soit dans ses conditions optimales, à la fois de lumière et de fertilité. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà un exemple d'une taille de perturbation sur des arbres et des arbustes. Donc ici, c'est un saule qu'on a à l'écran qui va venir être taillé très drastiquement. Et toute cette matière, on va venir la redéposer sur le sol. Et enfin, à la reprise de la végétation, lorsque ça va repousser, voilà ce que ça peut donner. Donc, on a une explosion ensuite derrière de l'ensemble du système. Donc ça, c'est sur les ligneux et les arbres, enfin sur les arbres et arbustes. Et sur les vivaces, voilà ce que ça peut donner. Donc pareil, même principe. Les plantes qui vont venir être taillées drastiquement et l'ensemble de la matière va venir être remise au sol. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les systèmes syntropiques, on a un ratio à peu près 70-30. C'est-à-dire que là, sur cette image, donc dans nos systèmes, dans nos agroécosystèmes, 30% des plantes environ, c'est des ratios, ça varie, mais c'est nos plantes de production qu'on va venir cultiver. Et 70% des plantes, euh, elles vont être là pour reproduire les conditions d'un écosystème naturel. Et aussi être support de cette taille de perturbation. Combiné donc à la très haute densité qu'on voit à l'écran et la stratification des plantes, cette taille de perturbation, c'est ce qui va nous permettre de tendre vers l'autofertilisation. Et il est temps maintenant qu'on se dirige un peu plus vers le sol et les racines pour voir en fait quelles sont ces voies de fertilité qu'on va venir utiliser, activer avec nos pratiques au sein de l'agroforesterie syntropique, afin de créer des agroécosystèmes autofertiles. Alors, ces voies de la fertilité, quelles sont-elles? Je vais commencer par rappeler un principe qui, normalement, aujourd'hui, est universel, que tout le monde connaît. Un sol fonctionnel et vivant, c'est un sol qui est en permanence couvert, qu'on ne vient pas retourner, qu'on ne vient pas perturber régulièrement, qui est couvert. Et tant qu'avoir un sol couvert, autant que ce soit avec des plantes qui vont faire de la photosynthèse, comme vous voyez à l'écran. Ernst Götz, il a une expression que j'aime beaucoup qui dit: un sol paillé, c'est comme un désert. Ça fait pas de photosynthèse. Et c'est quelque chose qui est essentiel dans nos systèmes syntropiques, c'est vraiment qu'on va chercher à maximiser la photosynthèse, comme je peux vous le dire tout à l'heure. Donc là, on voit ce que ça peut donner au bout de la deuxième année, sur cet exemple de la ferme du Bosquet. Et puis un peu plus tard dans la succession, ce que ça peut donner, voilà, on est en vue assez proche du sol. On a toujours cette très haute densité de plantes, cette stratification des plantes entre elles, dans l'objectif de maximiser cette photosynthèse. Et c'est toutes ces plantes, en fait, qui vont nous permettre de créer cette autofertilité. La première des choses à laquelle on pense, c'est que lorsqu'on vient tailler ces plantes, évidemment, comme on taille beaucoup et fréquemment, eh ben, ça va générer beaucoup de biomasse. Et cette biomasse, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas l'exporter comme on pourrait le faire après une moisson d'un champ de blé ou la rase d'une forêt. Non, non. Toute cette fertilité, on va venir la restituer au sol. Ça va vraiment créer une litière organique à la surface du sol. Et cette litière organique, eh ben, elle va venir activer la première voie de fertilité dont je vais vous parler, qui est la voie de la décomposition. On taille, on génère beaucoup de biomasse fraîche, on dépose cette biomasse fraîche au sol, et toute cette biomasse fraîche, elle va être dégradée par la vie du sol, ce qui va venir restituer les différents éléments nutritifs contenus dans les plantes au sol.
En venant tailler, on va aussi donc venir protéger le sol des rayonnements ultraviolets, nourrir les différentes communautés des organismes qui peuplent le sol, que ce soit les vers de terre, les nématodes, les bactéries, les champignons, les insectes aussi, les gastéropodes, toutes les communautés d'organismes qui vivent dans le sol vont en partie venir se nourrir en tout cas une partie d'entre eux viennent se nourrir de cette biomasse qui est en dégradation. Et une partie de cette biomasse, elle va être convertie en matière organique stable. Alors qu'une autre partie de cette biomasse, elle va être convertie en matière organique labile. La matière organique labile, c'est la matière organique facilement assimilable et dégradable dans le sol. Mais malgré ce qu'on pourrait croire, le processus, il est assez inefficace pour faire de la matière organique stable. Les études que j'ai lues et que je vous présente ce soir, elles estiment qu'en moyenne, on est à 8,3% du carbone donc, qui est contenu dans cette matière organique fraîche qui est transformé en matière organique stable. Pardon. L'étude, elle parlait de une fourchette entre 3 et 17%. Le reste du carbone, il est refoulé soit dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, ou il va rester dans le sol, mais en tant que carbone labile, pour venir nourrir, pardon, les différents micro-organismes. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur les détails de ce processus, de la décomposition de la matière organique. Normalement, vous le connaissez déjà, et puis il a été décrit et expliqué maintes et maintes fois sur la chaîne YouTube de Verter Production, dans plein d'ouvrages, dans plein de vidéos pédagogiques et de vulgarisation sur le sujet. Ce à quoi je vais plutôt m'intéresser ce soir, c'est à ce qui se passe, c'est sur ce qui se passe au niveau des racines et aux effets particulièrement de la taille des perturbations dont je vous ai parlé sur les racines, enfin, dans cette zone des racines. Et ça nous mène à une seconde voie de la fertilité qui s'appelle the liquid carbon pathway en anglais, donc la voie du carbone liquide si je traduis, notamment, ou rhizodéposition. Cette voie de la fertilité, elle a été popularisée par la docteure Christine Jones, qui est une docteure, enfin, qui est une chercheuse australienne, et qui nous montre que ce processus-là, il est en lien direct, il est intimement lié à la photosynthèse. Les plantes, elles captent le dioxyde de carbone, donc atmosphérique contenu dans l'air, ainsi que de l'eau, à partir desquelles vont générer du sucre, de l'oxygène et de l'eau. Ça, c'est la photosynthèse. Une partie de ces sucres, une partie de ces sucres vont être utilisés pour le métabolisme de la plante dans son ensemble, c'est-à-dire pour son fonctionnement, pour qu'elle vive. Et une autre partie, ça qui est intéressant, c'est que ça va être canalisé dans le sol, soit de manière passive, soit de manière active pour venir nourrir l'ensemble de la communauté microbienne qui se trouve dans la rhizosphère de la plante. Donc, la rhizosphère de la plante, c'est toute la partie des racines, toute la partie qui est sous le sol. Et les pourcentages varient beaucoup d'une étude à une autre, mais une partie de ces sucres créés par la photosynthèse va être spécifiquement dédiée, allouée à être exudée dans le sol, à venir générer des exudats racinaires. On va juste après vous expliquer ce que c'est. Donc certaines études vont montrer qu'environ 5 à 25% de la photosynthèse, enfin du carbone fixé pendant le processus de la photosynthèse, vont être redistribués à la rhizosphère sous forme d'exudats racinaires. D'autres études vont même jusqu'à montrer que 40% du carbone fixé durant le processus de photosynthèse peut être relâché dans le sol. Ce qui montre à quel point, en dehors des chiffres, c'est essentiel pour la vie de la plante d'avoir ces mécanismes-là et qu'elle y tire quelque chose, sinon elle ne le ferait pas. Donc, ces exudats racinaires, vous en avez une vue à l'écran, ici, là en bleu, euh, sont des pompes. C'est composé d'un mélange d'eau, de sucre, de lipides et de diverses molécules organiques, des acides aminés, des acides organiques, des hormones de croissance, des enzymes, etc. Donc la plante, elle va relâcher tout ça dans le sol. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fonction de ses besoins, elle va être en capacité d'adapter la composition
des exudats racinaires. Et de manière générale, donc, que ce soit les exudats racinaires ou plus largement ce qu'on va appeler ce que rhizodéposition, c'est-à-dire l'ensemble des matières qui vont être libérées dans le sol au niveau des racines par la plante vivante, ça constitue un moyen direct pour la plante de venir nourrir la communauté microbienne et de lui transmettre des informations. Par la suite, tout ce carbone liquide, il va être canalisé et redistribué à l'ensemble du microbiome du sol. Donc le microbiome, euh, c'est- ça fait référence à la communauté de micro-organismes qui habitent un endroit précis. Donc, c'est-à-dire qu'on parle des micro-organismes en tant que tels, mais on parle aussi de l'interaction qu'ils ont entre eux et qu'ils ont avec leur environnement. C'est pas simplement la quantité, c'est aussi la qualité de leurs interactions. Donc, il y a plusieurs types de microbiomes, aériens, celui de la phylosphère, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui ce soir, c'est principalement le microbiome de la rhizosphère. Et autre parenthèse qui est assez importante, mais ce que cette chercheuse Christine Jones aussi nous apporte, c'est que lorsqu'on parle de plantes, on ne peut pas considérer seulement les tissus et les organes de la plante, les feuilles, les fleurs, etc. Parce qu'ils ne sont pas vraiment dissociables de l'ensemble de ce microbiome, en fait, qui vit à l'intérieur ou en interaction directe avec la plante. La plante va former ce qu'on appelle un holobionte, elle est composée d'un hôte multicellulaire et de plein de micro-organismes qui sont en symbiose avec cet hôte directement. Voilà, je close cette parenthèse, mais c'est quelque chose d'assez important dans la compréhension de comment fonctionne le vivant, c'est que notre science moderne a tendance à isoler les choses alors que tout fonctionne ensemble et il est même très difficile de réellement faire la différence entre est-ce qu'il y a vraiment une plante et des micro-organismes ou pas. C'est un peu comme nous humains, euh, sans les micro-organismes qui nous peuplent, on ne peut pas trop vivre. Et donc, enfin, c'est une notion qu'on a en agriculture scientifique qui parle de macro-organismes et de considérer les choses dans leur ensemble plutôt que de voir les points côte à côte. Et donc, l'efficacité de ce processus de rhizodéposition, il est assez remarquable. Alors que tout à l'heure, je vous disais que la voie de la décomposition ne convertissait qu'environ 8% du carbone qu'il y avait dans la matière organique sur le sol en humus stable, en matière organique stable, bah, grâce à cette voie de la rhizodéposition, on est 5 à 6 fois plus efficace et on va, chez certaines études, jusqu'à 46% de conversion du carbone qui est exudé dans le sol en matière organique stable. Et dans une de ses conférences, la Dr Jones, elle va même jusqu'à parler d'un taux de construction de sol qui est de 5 à 30 fois plus rapide que la voie de la décomposition. C'est-à-dire que voilà, grâce à cette rhizodéposition, à l'ensemble de ces substances qui sont relâchées via les racines, on pourrait, d'après elle, d'après ses recherches, construire un sol de 5 à 30 fois plus rapidement que si simplement on se servait de la voie de la décomposition. Voilà pour ça. Donc, ce qu'on va chercher à faire, nous, en agroforesterie syntropie, c'est de maximiser la rhizodéposition. Et pour maximiser cette rhizodéposition et cette exudation racinaire, de manière plus spécifique, on va s'y prendre de deux manières. La première, une fois n'est pas coutume, maximiser la photosynthèse. Parce que plus on a de photosynthèse, comme nous l'a montré la Dr Jones, plus on va être en capacité d'avoir d'exudation racinaire. Donc, ce qu'on cherche, nous, à faire, c'est d'avoir le maximum de photosynthèse. C'est pour ça qu'on a des écosystèmes, comme vous le voyez à l'écran, qui vont être multistratifiés et à très haute densité. On va capter un maximum de rayonnement solaire. Notre agriculture moderne, et notre civiculture aussi d'ailleurs, a eu la fâcheuse tendance à tout mettre sur un seul plan, un seul étage. On fait des monocultures de champs de blé, on fait des monocultures de peupliers, on fait de la photosynthèse sur un seul niveau et c'est tout. Alors que bien souvent, on pourrait faire de la photosynthèse sur plusieurs étages et donc venir apporter plus de fertilité à notre sol grâce à cette du carbone liquide, de la rhizodéposition.
En plus, parenthèse, mais la plupart des plantes qu'on va mettre en plein soleil, c'est pas dit qu'elles aiment et qu'elles poussent en plein soleil. C'est un des autres défauts de notre agriculture moderne que l'agroforesterie syntropique essaye de prendre en compte pour mettre les bonnes plantes, comme je vous l'ai dit, dans leurs conditions optimales de lumière. La deuxième manière qu'on va employer pour maximiser cette rhizodéposition, c'est en venant tailler les plantes fréquemment. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on taille une plante? Et ça a été démontré dans des études aussi bien pour les graminées que pour les arbres et arbustes. Là, c'était le taillé dans l'étude à laquelle je vais faire référence. C'est qu'une plante qu'on taille va venir augmenter son exudation. Ce qui se passe, c'est qu'on va provoquer une rupture des flux de carbone, de circulation du carbone dans la plante, et qu'elle va venir rapatrier, entre guillemets, une grande partie de ce carbone au niveau de ses racines et l'exuder en partie. L'étude donc sur les théiers que a été réalisée par des scientifiques chinois montre que l'étude portait sur la comparaison entre des théiers non taillés et des théiers taillés. Et elle montre que sur les théiers qu'on a taillés, on a une teneur en carbone organique, donc dans la rhizosphère, au niveau des racines des théiers taillés, qui était significativement plus élevée que celle du sol des théiers non taillés. Premier truc, c'est qu'on va augmenter le taux de carbone organique, du coup, avec cette taille. Les analyses ont aussi révélé qu'il y a une population plus importante de micro-organismes dans la rhizosphère des théiers taillés et des théiers non face aux théiers non taillés, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardon, je me perds un peu dans mes notes. Et que on va augmenter la disponibilité des nutriments, notamment l'azote. C'est pas très significatif dans cette étude sur les autres nutriments, mais ils observent que notamment l'azote, là où on a taillé, il y a beaucoup plus d'azote disponible dans le sol, là où il y a des théiers taillés, que là où il y a des théiers non taillés. Et enfin, ils observent aussi que là où les jeunes théiers ont été taillés, eh ben, ça peut induire une production de composés organiques labiles, donc ce carbone labile transmis via les exudats racinaires, jusqu'à 50% supérieur. C'est-à-dire que dans leurs études, ils ont des résultats qui vont jusqu'à 50% de plus de carbone labile dans les rhizosphères des plantes taillées versus les plantes non taillées. Et donc, en se référant à ces travaux de la communauté scientifique et à d'autres études aussi, on observe que lorsque la plante a un stress, donc c'est ce qu'on vient faire quand on la taille, on génère un stress quelque part, eh ben, elle va venir transmettre un appel à l'aide à la communauté microbienne dans sa rhizosphère. Et en réponse à cet appel à l'aide, vous pourrez aller voir l'étude, je ne sais plus comment c'est l'étude, mais on parle de cry for help, l'appel à l'aide littéralement. Donc, tous les micro-organismes vont venir sécréter différentes hormones et composés de l'auxine, de la cytokinine, de la gibberelline, de l'éthylène. Pas mal d'hormones et différents composés qui vont avoir pour effet, d'après cette étude donc, de l'appel à l'aide, de stimuler la croissance de la plante, que ce soit au niveau aérien ou racinaire, d'augmenter la quantité de minéraux disponibles, notamment l'azote, comme je viens de vous le dire, et aussi, et c'est assez important, de renforcer la résistance aux différents stress, que ce soit les sécheresses, les parasites ou les inondations qu'il pourrait avoir, enfin les excès d'eau. La plante va aussi, par cette habitude, quelque part, à être stressée, développer une aptitude à résister, une aptitude plus forte à résister au stress. Et donc, c'est sur l'ensemble de ces bénéfices qu'on va venir jouer avec la taille de perturbation. Et en fait, c'est quelque part une taille de stimulation qui va venir régulièrement stimuler la communauté de plantes support pour qu'elle sécrète ses exudats racinaires et les autres sons et autres composés qui vont venir booster la création de fertilité. Et comme ça, on va augmenter la résilience et la robustesse globale de nos agroécosystèmes. Et surtout, on va venir construire de la fertilité en profondeur dans nos sols. La rhizodéposition, c'est aujourd'hui la principale voie pour créer de la matière organique stable en profondeur. C'est-à-dire qu'en profondeur, c'est au-delà de 15-20 cm de là où les racines vont, mais que la biomasse qui se décompose, elle,
va pas forcément, les organismes vont pas forcément faire migrer cette matière organique en profondeur. Voilà pour cette première partie sur la rhizodéposition. Et ça s'arrête pas là. Comme on a pu le voir, c'est cette rhizodéposition, ces exudats racinaires, ils vont permettre de booster la quantité de... Enfin, ils vont permettre... Pardon. La... Donc, la fertilité va permettre aussi de booster la quantité de nutriments facile... Ah, je m'embrouille, pardon. Donc, cette voie de la fertilité, qui est la rhizodéposition, va permettre de booster la quantité de nutriments facilement accessibles pour les plantes. Car qui dit plus de rhizodéposition, dit plus de nourriture pour les micro-organismes, et qui dit plus de micro-organismes, plus de nourriture dit plus de micro-organismes. Et on va voir que ces micro-organismes, ils ont un rôle clé et essentiel dans la fertilité de nos sols et qui vont permettre aux plantes d'assimiler les nutriments dont elles ont besoin. On en vient à normalement une thématique que vous connaissez déjà beaucoup et très bien, donc je ne vais pas m'attarder longtemps sur le sujet, c'est celle de la minéralisation. Donc les micro-organismes, ils ont la capacité de venir dégrader la litière organique qui va s'accumuler en surface, que ce soit des animaux morts ou des plantes. Donc ils vont dégrader cette litière organique et ils vont minéraliser cette matière, euh, ce qui va venir redistribuer les minéraux qui sont contenus dans les organismes aux plantes. Et ils vont aussi avoir la capacité de faire ce qu'on appelle la minéralisation secondaire, c'est-à-dire donc d'aller taper dans le stock d'humus euh, pour de nouveau restituer des minéraux aux plantes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez documenté, que vous connaissez normalement déjà, qui a été très bien diffusé sur la chaîne de Verta Production. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos relatives au cycle de fertilité, etc. Je m'attarde pas trop là-dessus. Ce sur quoi je vais surtout m'intéresser, c'est ce qui se passe précisément au niveau de ces micro-organismes. Dans les années 2006, par là, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Helen Ingham qui a émis l'hypothèse que les plantes venaient nourrir ces micro-organismes euh, pour activer une voie de la fertilité qu'elle a par la suite démontrée, qu'elle a nommée The Soil Food Web, un peu la trame vivante du sol. Si je le traduis mot à mot, ça donnerait ça. Euh, et en gros, ce qu'elle dit, c'est que la plante va nourrir les micro-organismes qu'il y a dans sa rhizosphère, donc que ce soit les fungi et les champignons ou les bactéries. Et ces champignons, bactéries vont venir être mangés par une multitude d'autres prédateurs, donc que ce soit les nématodes, les arthropodes, qui vont eux-mêmes manger les nématodes et puis les plus gros animaux et que l'ensemble en fait de ces prédateurs, de ces micro-organismes vont, grâce à leur déjection, venir restituer les nutriments qui sont contenus dans ces micro-organismes que peuvent être les bactéries, les champignons, les protozoaires, etc. Donc l'hypothèse qu'elle a formulée, et elle a montré que ça se passait au niveau du sol, c'est que les plantes élèvent des bactéries pour que les prédateurs viennent les manger et que par la suite, elles puissent revenir capter toute cette fertilité qui est restituée par les excréments de ces prédateurs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que la plante élève les micro-organismes. Elle les élève pour s'en servir, pour générer sa fertilité. Ça, c'était la vision qu'on avait en 2006. Et il y a des travaux dans les années 2010 qui ont fait encore évoluer notre vision de la fertilité. Et on a fait donc un pas en avant en découvrant le rôle des réseaux mycéliens, donc des réseaux de champignons dans les sols. Ces différents travaux, ils nous ont permis de mettre en lumière un autre levier qui est celui de ce réseau mycélien, qui peut être présent vraiment, enfin qui s'étend sous nos pieds, parfois même sur des kilomètres, sans qu'on ait vraiment conscience. Donc dans ce réseau mycélien, pardon,
il y a des champignons qui nous intéressent particulièrement, qui sont les champignons mycorhiziens, que vous avez à l'écran. Donc, vous connaissez sans doute ça, ça a été beaucoup diffusé, mais il y a deux types de mycorhizes, que ce soit les endomycorhizes, donc qui vont venir plutôt autour de la racine, et non, les endomycorhizes, pardon, qui vont venir à l'intérieur des cellules de la racine, ou les ectomycorhizes, qui vont venir plutôt s'envelopper autour de la racine. Et ces mycorhizes, donc ces champignons, ça va permettre à la plante de démultiplier la surface de contact qu'elle a avec le sol et d'augmenter sa capacité d'exploration racinaire et donc d'assimilation, de captation des nutriments dont elle a besoin. Donc en échange des sucres que la plante va lui donner, ces champignons mycorhiziens vont lui transmettre des nutriments essentiels, notamment l'azote et le phosphore. En plus de ça, vous le connaissez sans doute aussi, ils ont un rôle clé dans la diffusion des informations et de cette fertilité et de ces nutriments dans le sol, ce qui vont venir créer un véritable maillage entre les différentes plantes. Et c'est aussi le pourquoi on va planter à très haute densité en agriculture syntropique, c'est pour avoir le plus rapidement possible ce maillage mycorhizien qui va se former et permettre de faire circuler les différents nutriments à l'échelle, enfin, à l'ensemble de la communauté de plantes, c'est-à-dire pas que les plantes de support, mais aussi les plantes de production, parce que c'est elles qui nous intéressent, euh, principalement, on va dire. Donc revenir distribuer cette fertilité, ces nutriments à l'ensemble des plantes. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de Marc-André Sellos, par exemple, ou de François Hérissou. Il parle très bien de ces champignons mycorhiziens. Ouais, je vais aussi vous parler des champignons saprophytes. Les champignons saprophytes, c'est des champignons dont on parle peu. En tout cas, leur rôle était. J'ai fait cette découverte que j'ai envie de vous partager. C'est la docteure Christine Jones aussi qui a partagé ça. C'est que au-delà de leur rôle, donc de venir dégrader la matière organique morte, notamment qui est difficilement dégradable, telle que la lignine, les champignons, ça profite, ils ont d'autres rôles. Ils ne sont pas cantonnés uniquement à cette voie de la décomposition dont je vous ai parlé tout à l'heure pour générer de la fertilité. Des études, elles ont montré que ces champignons, ils vont venir aussi directement se nourrir de carbone labile et qu'ils vont, autant que les champignons mycorhiziens, contribuer à cette diffusion de la fertilité et des nutriments dans le sol. Donc, plus on a un réseau aussi de champignons saprophytes, plus on va mailler les différentes plantes entre elles et avoir cette interconnexion. Et donc cette capacité à diffuser les nutriments. Donc, une fois n'est pas coutume, plus on a d'exudation racinaire, plus on va être en capacité de nourrir les champignons, qui soient mycorhiziens et saprophytes. Et donc, on va augmenter notre capacité d'acquisition et d'échange de nutriments, d'informations, d'eau. Et même, vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo d'Hervé Covès, mais les bactéries vont directement bénéficier de ces trames de champignons, de ces trames de mycélium dans le sol, pour circuler, parce qu'on observe une trame d'hyperfluidité, c'est-à-dire de l'eau qui a un état différent autour des champignons, les ifs de champignons, et qui servent un peu d'autoroute à bactéries, comme on peut le voir ici. Et, ça, plus on a un sol avec des champignons, grosso modo, plus on va pouvoir faire circuler la, l'énergie dans le sol. Alors, comment je me sors de là? Hop, pardon. Voilà, pardon. Et donc, on pensait avoir fait le tour des différents bénéfices des exudats racinaires, des interactions entre les micro-organismes et les plantes, jusqu'à assez récemment, en 2018, il y a un chercheur américain qui s'appelle James White qui a découvert une autre voie d'acquisition de minéraux par les plantes qui s'appelle la rhizophagie. Qu'est-ce que c'est que la rhizophagie? On pensait que, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, grâce aux travaux d'Hélène Ingham, les plantes, elles se nourrissaient pas des bactéries, mais qu'elles élevaient les bactéries pour capter les nutriments qui sont excrétés dans les déjections de leurs prédateurs.
Parce que ce que docteur James White et son équipe ils ont découvert, c'est que les plantes, elles sont directement en capacité de venir manger ces bactéries et de capter les nutriments qu'elles contiennent. Ça vient du grec rhizo, qui veut dire racine, et phagie, qui veut dire manger. La rhizophagie, c'est manger avec les racines. Et c'est un processus assez incroyable que je vais vous détailler, mais pour eux, les plantes, elles élèvent ces bactéries, pas seulement pour qu'elles soient mangées par d'autres organismes vivants, mais parce qu'elles vont être en capacité de les absorber et d'absorber directement les nutriments qui sont présents dans une bactérie. Les bactéries et les champignons, petite parenthèse mais qui est assez essentielle, dans un écosystème fonctionnel, ils sont présents dès le début. C'est-à-dire que dans les semences mêmes des graines, il y a des bactéries. Quand on va semer beaucoup de graines, ce qu'on fait en agroforesterie syntropique, on ensemence quelque part aussi le milieu en micro-organismes et en bactéries notamment. Et lorsque la plante va germer, ses racines vont être directement dans le sol avec les bactéries dont elle a besoin. Alors ça marche uniquement pour des plantes qui n'ont pas été biberonnées à l'azote ou à d'autres nutriments, parce que si on fait ça, elles perdent, elles ont plus trop d'intérêt à être en symbiose et en relation avec ces bactéries et ces champignons, donc elles perdent génétiquement, progressivement la capacité de le faire. En tout cas, peut-être pas la capacité de le faire, pardon, mais ça a été prouvé, démontré qu'il n'y a plus de bactéries. Elles n'ensemencent plus leurs graines en bactéries. Voilà. D'où l'importance aussi d'avoir ce levier de l'auto-fertilité pour arrêter de mettre des engrais dans nos sols. Donc, je reviens à la rhizophagie, je vous explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, vous avez une vue un peu en diagramme d'une racine, et à l'extrémité de cette racine, c'est la voie de sortie des exudats racinaires, dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est dans cette zone-là qu'on appelle le méristème. euh, Dans cette zone qu'on appelle le méristème, il y a une grande division cellulaire qui va permettre d'induire l'élongation de la racine. Pareil aussi au niveau des pousses des plantes, mais là c'est pareil sous le sol. Et c'est dans cette phase de division cellulaire que le processus de rhizophagie va se réaliser. Ce qu'on a donc, c'est donc l'exudation via le méristème racinaire, et que il y a plein de nourriture, donc les bactéries elles vont être attirées par cette nourriture, elles vont venir former un film bactérien à l'extrémité de la racine. Et on a donc cet élevage de bactéries qui est là, qui est présent à l'extrémité de la racine. D'ailleurs, on profite pour juste vous montrer rapidement c'est quoi une bactérie. C'est un organisme assez simple, hein. Il y a une membrane externe et une membrane interne, plasmique, dans laquelle on va retrouver l'ADN de la bactérie. Donc, lors de ce processus de division cellulaire là, qui a lieu à ce niveau-là, pour une raison qui est encore assez méconnue, que le docteur James White et son équipe n'arrivent pas à identifier pour le moment, il y a certaines bactéries qui vont être aspirées à l'intérieur directement de la racine. Alors, on ne sait pas si elles vont être aspirées, si elles vont pénétrer, ou encore une fois, comme la plante et les bactéries, on ne peut pas vraiment les dissocier non plus. Enfin bref, les mots sont assez imprécis pour décrire ce qui se passe. Mais bref, il y a des bactéries qui se retrouvent à l'intérieur de la racine, à l'intérieur des parois cellulaires de la plante elle-même. Et donc, en réaction à cette pénétration dans son espace intercellulaire de ces bactéries, la plante, elle va émettre des dérivés réactifs de l'oxygène qu'on appelle en anglais superoxide. Et ces composés, donc ce superoxyde, si je le traduis comme ça, cet ensemble de composés vont avoir pour effet de venir dissoudre les parois cellulaires des bactéries. Donc, il y a une partie des bactéries qui vont perdre leurs parois, leurs membranes, et une autre qui vont mourir tout simplement face à cette attaque chimique. Ce n'est pas tellement une attaque, mais face à cette réaction chimique. Donc, il y a une partie des bactéries qui meurent et une partie des bactéries qui restent vivantes, mais où leur paroi est dissoute. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'ensemble en fait des minéraux contenus dans ces bactéries, elles vont venir directement être captées et absorbées par la plante.
Et donc tous ces minéraux, on parle d'azote, de phosphore, de potassium, de calcium, de magnésium, de soufre, mais aussi d'oligo-éléments qui sont assez essentiels aux plantes et qu'on a tendance à négliger. Et par exemple, pour l'azote, si on prend l'exemple de l'azote, ce qui est assez aussi intéressant, c'est que cette voie d'acquisition de la fertilité par la rhizophagie, eh ben, ça va demander beaucoup moins d'efforts à la plante que des minéraux bruts. Parce que ce qu'elle va capter, c'est des protéines. C'est-à-dire, c'est pas des éléments séparés, c'est des protéines déjà formées qu'elle va venir assembler ensuite euh, pour construire les nutriments dont elle a besoin. Donc il y a moins d'énergie qui est utilisée par la plante via cette voie de fertilité. Donc voilà, une partie des bactéries meurt et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les bactéries qui sont encore vivantes là, qui n'ont pas été tuées, elles vont continuer leur progression. Et à un moment donné, pareil, sans savoir trop pourquoi, mais elles vont émettre de l'éthylène, qui est un gaz et qui est aussi une hormone de croissance. Elles vont toutes venir plaquer sur les parois de la cellule. Et cette sécrétion d'éthylène va venir, alors on ne sait pas trop si c'est stimulé, directement formé, mais ça va venir former des tubes sur le bord de la racine. En fait, ces tubes, c'est ce qu'on appelle les poils racinaires. Ces tubes, ce sont les poils racinaires que vous voyez sur vos plantes. Et ça, c'est une découverte assez incroyable du docteur James White, c'est que sans bactéries, sans ce mécanisme de rhizophagie, il n'y aurait pas de poils racinaires sous nos plantes. Et donc, tous ces poils racinaires, c'est aussi quelque part de la surface de captation de nutriments supplémentaires pour les plantes. Donc là, ce qui se passe, c'est que voilà, donc ces bactéries vont pousser quelque part sur le bord de la paroi, et à un moment donné, elles vont être expulsées en dehors de la plante. Et ce qui se passe, qui est assez intéressant aussi, c'est que une fois expulsées en dehors de la plante, eh ben, elles vont reconstituer leur membrane. euh, et quelques jours plus tard, elles vont de nouveau être réabsorbées par la plante. Donc en résumé, on a ce cycle de la rhizophagie qui se fait en l'espace de quelques jours, où la plante émet des exudats racinaires, les bactéries sont attirées, les bactéries pénètrent à l'intérieur de la plante, paf, des superoxydes, euh, et une partie des bactéries meurent, les minéraux, enfin, les nutriments contenus dans ces bactéries sont directement assimilés par la plante, et le reste de bactéries encore vivantes est quelque part expulsé en dehors de la plante et vient reconstituer sa membrane pour être mangé. Et ça, les recherches tendent à montrer qu'en fait, c'est une voie, ça serait la voie, une des premières voies en tout cas d'acquisition de fertilité des plantes. Euh, que c'est une des voies primaires qu'elles auraient eues pour capter de la fertilité. Et donc, en fonction de ses besoins aussi, la plante, elle va être en capacité euh, d'a- euh, de modifier, d'adapter la composition des exudats racinaires. C'est-à-dire que, je ne sais pas si elle a besoin de phosphore, et ben, elle va peut-être émettre des exudats racinaires qui vont stimuler une communauté de micro-organismes qui vont être à même de lui apporter du phosphore. Et ce qui est encore plus d'incroyable, parce que ça s'arrête pas là, c'est que dans ce processus-là, il y a un certain type de bactéries qui vont pas être dissoutes, qui vont pas être rejetées. C'est des bactéries qu'on appelle des bactéries endophytes. Les endophytes, c'est des micro-organismes qui accomplissent tout ou partie de leur cycle de vie à l'intérieur d'une plante de manière symbiotique et sans... Voilà. Et l'endophyte, il peut vivre et se reproduire à l'intérieur même des espaces intercellulaires, voire à l'intérieur même des cellules d'une plante. Donc, et avec ces bactéries endophytes, ce que les chercheurs ont observé, c'est que la plante, elle va, en plus de ce superoxyde, sécréter du carbone pour venir les nourrir directement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ces racines, ces bactéries endophytes vont être nourries par la plante. Mais comme les autres, elle va sécréter ce superoxyde et en réaction à ça,
ces bactéries vont, elles, émettre de l'oxyde nitrique qu'elles vont produire, donc oxyde nitrique, NO, azote, oxygène, qu'elles vont produire grâce à la fixation d'azote. C'est-à-dire qu'il y a de la fixation d'azote qui va venir se réaliser à l'intérieur même des racines des plantes. Et les études montrent que ça peut couvrir jusqu'à 40% des besoins en azote de la plante. Cette voie-là des bactéries endophytes qui sont captées par ce phénomène de rhizophagie. Donc, ce qu'on pensait jusqu'à présent uniquement réservé aux plantes dites fixatrices d'azote et des associations qu'elles ont avec les nodosités, hum, avec les nodosités et les bactéries qui vivent dans ces nodosités, bah, ça se passe sur l'ensemble du vivant et l'ensemble des plantes, en fait, d'après ce que montrent les chercheurs. Alors, ils n'ont pas étudié toutes les plantes, bien sûr, mais l'ensemble des plantes qu'ils ont étudiées, qui étaient assez diverses, bah, ils ont observé ce mécanisme-là de rhizophagie et de fixation d'azote directement à l'intérieur euh, des racines de la plante. Voilà un peu pour les différentes voies de la fertilité. On va essayer de maximiser dans notre pratique de l'agroforesterie avec vraiment donc cette clé de voûte euh, que va être la maximisation de la photosynthèse et la taille de perturbation euh, pour venir activer, stimuler l'ensemble des communautés, enfin l'ensemble de la rhizodéposition et des exudaires racinaires de manière plus spécifique, qui vont stimuler ces différentes voies d'acquisition de fertilité, qui montrent à quel point c'est important d'avoir des agro-écosystèmes qui s'inspirent au plus proche des écosystèmes naturels et, euh, et surtout, ce qui est assez chouette là-dedans, c'est que bah, qui dit un agro-écosystème auto-fertile, eh ben, dit plus d'ajout de fertilité extérieure. Et donc, on arrête aussi d'aller quelque part déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est-à-dire d'aller prendre bon, alors que ce soit de l'azote, enfin, plein de choses chimiques qui sont clairement qu'on va prendre de part pour mettre dans le milieu, mais aussi de la matière organique qu'on pourra aller prendre de part pour enrichir dans le milieu, comme on l'a beaucoup vu dans les différentes techniques qui ont été popularisées ces dernières dizaines, vingtaines d'années, où on dit prenez beaucoup de paille, prenez beaucoup de matière carbonée, mettez-la sur votre sol, vous allez enrichir le milieu. C'est vrai. Mais là, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'il y a une possibilité d'enrichir son milieu davantage encore que la voie de la décomposition. Et ça se fait en stimulant et en venant travailler en partenariat avec les différents micro-organismes qu'il y a dans le sol et en identifiant comment tout ça fonctionne. Et tous les processus de fertilité que je viens de vous décrire, eh ben, puisque l'ensemble de nos agroécosystèmes qu'on crée, c'est-à-dire et ces plantes support et ces plantes de production, elles sont en interaction directe, ben, toutes les actions qu'on va appliquer sur les plantes support vont bénéficier à l'ensemble du système et donc aussi à nos plantes de production. C'est aussi ça qui est vraiment très intéressant, qu'on ait des fruits, des légumes ou même des céréales au Brésil. Ils ont commencé sur des formes d'agriculture syntropique avec des céréales. C'est qu'on peut mimer le fonctionnement d'un écosystème naturel, quelle que soit la production, pour venir atteindre cette auto-fertilité. Et donc on vient jouer pas uniquement sur le stock de fertilité par la création du mustable, mais on va surtout jouer sur les flux de fertilité qui vont maximiser les différentes voies d'acquisition des nutriments pour les plantes. Voilà. Donc on joue à la fois sur le stock, du mustable qui va être créé, mais aussi et surtout plus de fertilité qui est disponible dans l'instant pour les plantes. Et, euh, et voilà. C'est en bref et en aperçu comment on tend vers l'autofertilité dans les systèmes, dans les agroécosystèmes syntropiques. Voilà. Bon, il resterait une nuance, peut-être, si on veut titiller, c'est que toute la matière qu'on mange et qu'on consomme et qu'on exporte dans nos agroécosystèmes, il faudrait qu'on pense à l'échelle de nos sociétés, comment on les restitue au sol à laquelle on prend. Parce que malgré tout, bah, nous aussi, en mangeant, et les animaux aussi en mangeant, bah, captent une partie de ces nutriments. Et si on pense sur des temps longs, il faudrait aussi s'organiser sur la restitution sur ces temps longs, cette fertilité.
pour vraiment avoir un cycle bouclé parfaitement, si je peux parler en ces termes. Voilà pour moi, j'en ai terminé cette présentation. Je vous invite à poser des questions si vous en avez dans le chat. Et je vous demanderai c'est de la vigilance aussi à pas résumer l'agroforesterie syntropique uniquement à ce que je viens de vous raconter aujourd'hui, car c'est vraiment une fraction de ce que représente cette méthode et cette philosophie. Il y a d'autres principes dont j'ai rapidement parlé aujourd'hui, mais que j'ai pas évoqué en détail, que je détaille dans mes formations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et ça permet vraiment d'avoir une vision claire du potentiel global de l'agroforesterie syntropique pour créer des systèmes horticoles qui vont tendre vers l'abondance et non plus agricoles. C'est une nuance que j'aime beaucoup et que j'emprunte à Fabrice Desjours, où, voilà, des systèmes qui sont plus basés sur le champ, mais des systèmes qui vont être basés plutôt sur des l'hortus, mimer la forêt plutôt que mimer la plaine, quoi, la monoculture. Parce que c'est pas vers ça que tendent nos écosystèmes, en fait, tout simplement. Et voilà. Donc on a la possibilité de créer des agro-écosystèmes qui sont auto-fertiles, qui sont résilients, avec très peu d'intrants et avec pas de traitement non plus. Enfin, même pas très peu d'intrants, sans intrants et sans traitement. Et ça, c'est ce que nous permet l'agroforesterie syntropique, à nous maintenant de la mettre en place, de la tester, d'expérimenter et de créer des agroécosystèmes qui vont pleinement mimer notre biotope du climat tempéré. Euh, voilà, j'en ai terminé de mon côté. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, Émilie, je te rends la main pour l'animation. Merci beaucoup, Lucas, pour cette présentation très complète. Et comme Lucas vous l'a dit, si vous souhaitez en savoir plus, hein, n'hésitez pas à venir le retrouver donc, en formation dès le 6 octobre. Vous avez donc le lien vers le programme détaillé et le formulaire d'inscription dans le chat. Et puis bah, maintenant, on va vous laisser un peu la parole si vous avez des questions, si vous voulez un peu réagir à ce que Lucas vous a présenté. Alors, je ne sais pas, Lucas, si tu as les questions sous les yeux, sinon je te fais le relais. J'en ai noté une. Hop, Ouais, je veux bien le ok. relais parce que je les ai, mais je Ouais, pense qu'elles ont été d'accord. posées au fur et à mesure. Alors, voilà, je reprends la première. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions de Alors, manière un peu plus large aussi sur ouais. l'agroforesterie syntropique, ça peut être le moment que ça soit spécifique à ce webinaire ou ce que vous avez pu entendre à droite, à gauche. À gauche, parce qu'on a commencé à pas mal en parler aussi. Vas-y. Donc, première question ou commentaire donc de Cosette Olivier qui demandait si c'était donc plus intéressant d'avoir des engrais verts que du BRF. Je ne me suis pas noté où tu en étais à ce moment-là. C'était juste avant que tu développes sur les tailles de perturbation. Je pense que la suite de ma présentation a assez bien expliqué Ok. l'intérêt d'avoir du verre, en fait. Et donc, oui, en fait, tout simplement, si vous avez une couche de BRF, vous ne faites pas de photosynthèse. Et donc, vous n'avez pas toutes ces voies de la fertilité qui vont être activées par l'exudation et la racinaire, enfin la rhizodéposition. C'est, pardon, la rhizodéposition ne va pas pouvoir trop se faire parce que vous avez juste une couche de BRF. Alors, elle va se faire si vous avez, si je sais pas, je prends qu'il y a un pommier, vous avez un pommier qui va faire de la photosynthèse là, mais s'il y a des plantes sous le pommier qui font de la photosynthèse à la place du BRF, eh ben, vous aurez davantage d'exudation racinaire et tous ces mécanismes de fertilité qui vont s'activer. Et de toute façon, on le voit dans le vivant naturellement, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un paillage, mais un paillage, il tient pas longtemps, quoi. Il y a toujours des plantes qui vont finir par soit recouvrir le paillage, notre ami le liseron qui fait ça bien, on va dire, ou alors qui vont venir traverser le paillage pour faire de la photosynthèse. Le vivant, il tend à faire de la photosynthèse, donc autant aller dans ce sens-là et essayer de maximiser. Et donc, du coup, même personne. Donc là, tu étais sur la taille de perturbation qui demandait si d'autres études avaient été faites sur ces tailles avec d'autres variétés d'arbres que celles que tu présentais à ce moment-là. Pas pour le moment, et c'est tout l'enjeu des recherches que je vais faire là avec l'appel à projet dont je vous ai vite fait parler en introduction. C'est que je vais venir tester directement sur des communautés de plantes. Je ne vais pas m'intéresser à des plantes spécifiques, je vais plutôt
voir comment des communautés de plantes réagissent. Et je vais avoir différentes parcelles où je vais venir donc soit tailler et exporter la biomasse, soit tailler et restituer la biomasse, soit juste amener de la biomasse, soit rien faire, plus des témoins, et on verra comment tout ça réagit au niveau de la fertilité dans le sol et de la réponse aussi des plantes de production à cette taille, pour voir si on observe factuellement bah, un boost de croissance, etc. Donc là, c'est vraiment des travaux qui sont très 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 récents et les finances, on va dire, sont mises beaucoup plus sur quelle forme d'azote liquide, ou enfin voilà. Aujourd'hui, il y a très peu de finances encore qui sont mises au niveau de la recherche sur la compréhension des mécanismes de cette autofertilité. Donc ça mérite à être développé, mais voilà. Sur d'autres plantes comme les graminées, c'est des études qui remontent ça beaucoup plus tôt dans les années 90 et ça avait été fait, mais c'était pas sur des arbres ou des arbustes, quoi. Voilà. Après, ce que je peux aussi faire comme retour, c'est le retour du terrain, tout simplement, qui est aussi quelque chose qui, euh, en Occident, on a tendance à beaucoup se référer aux études scientifiques et prendre ça un peu comme source de, voilà, c'est pas montré scientifiquement, ça n'existe pas, etc. Je sais que d'autres cultures ont une vue plutôt inverse, c'est une vue plutôt paysanne, c'est je m'en fiche des études scientifiques, je vois des bénéfices dans le champ, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et climat tropicaux, c'est aussi pour ça que cette pratique elle est aussi répandue, c'est parce que bah, il y a, il y a des bénéfices directement observables dans les champs des paysans, quoi. Donc toujours sur les tailles de perturbation, donc il y a eu un commentaire à ce moment-là qui demandait si ça rendait pas les arbres dépendants à l'homme. Ça a pas mal réagi du coup dans le chat à ce moment-là, mais toi, quelle est ta position? Ouais, c'est une question qui revient souvent, qui est assez intéressante. C'est que j'en parle dans l'information, mais en tant qu'homme occidental, on s'est complètement séparé du milieu naturel. Il y a ce truc de, il y a l'homme, il y a la nature. On a fait la distinction. Il y a des cultures qui fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a des cultures où enfin, l'être humain est une des composantes d'un écosystème et participe à son fonctionnement. Et c'est pour ça que je parlais de l'agroforesterie syntropique, ça nous invite à revenir à notre place juste et bénéfique au sein du vivant. C'est se questionner, ok, en fait, en tant qu'être humain, en tant que bipède avec deux mains, deux pieds, une capacité à réfléchir et à créer des outils comme la plupart des grands singes, c'est quoi notre rôle? Et ce qu'on oublie, parce qu'on n'a pas grandi avec, parce qu'on est amnésique quelque part, c'est normal, on n'a pas grandi avec, mais c'est que avant le début du néolithique, qui est à peu près là où tous nos problèmes ont commencé, hein, vraiment en tant qu'humanité, au moment où on s'est dit on va créer l'agriculture, on commençait un peu à merder, mais juste avant, on a un peu aussi commencé à faire un truc pas ouf, c'est que on s'est mis à chasser énormément les populations de grands mammifères qu'il y avait sur Terre. Enfin, on chassait déjà, mais des déséquilibres climatiques, plus cette surchasse, ont fait que la plupart des grands mammifères tels qu'on les connaît ont disparu. Et il faut bien se dire que avant, les arbres et enfin, les animaux et les plantes, ils sont dans cette dynamique en fait de taille permanente. Il faut se dire que la France, avant le néolithique, il y avait des millions de castors et il y avait des quantités d'arbres qui tombaient très régulièrement, quoi. Donc enfin voilà, il n'y a pas, voilà, cette notion de dépendance ou de non-dépendance, elle est pas vraiment là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on rend pas l'arbre dépendant à quoi que ce soit, si ce n'est que, effectivement, une fois que vous avez trogné un arbre, ben, enfin, on est là régulièrement pour revenir tailler. Et il n'y a pas vraiment de dépendance parce que l'idée, c'est de créer un agro-écosystème. C'est-à-dire que on est en interaction avec ça, quoi. C'est notre moyen de nous nourrir. Et c'est normal qu'on soit en interrelation, en partenariat avec l'arbre, et donc qu'il y ait des interactions mutuelles entre nous et l'arbre. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Euh, Du coup, question suivante de Gilmé, donc, qui te demande quel est l'itinéraire syntropique le plus improbable ou efficient, et ou efficient, que tu aies pu voir en France dans ton tour de France à vélo? voilà. Je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il entend par improbable. Euh, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai vu est assez intéressant. J'ai vu des exemples en pépinière, j'ai vu des exemples surtout en verger.
J'ai vu quelques exemples aussi de personnes qui testent au niveau du maraîchage. L'année prochaine, je testerai aussi, enfin, dans la plateforme d'expérimentation qu'on va créer, là, on testera ces différentes choses. Et je ne sais pas si j'en ai trouvé un des plus... enfin, ouais, je ne vais pas dire s'il y en a un des plus improbables. Il y a des systèmes qui sont assez intéressants à aller visiter si vous voulez aller en visiter. N'hésitez pas à aller au Verger ou Bois Gourmand si vous êtes plutôt en Bretagne. Si vous êtes plutôt dans le Grand Est, n'hésitez pas à aller voir la ferme des Bocaux d'Amour. N'hésitez pas à aller voir la ferme des Mawagites si vous êtes en Occitanie. Dans le sud-est de la France aussi, il y a des systèmes sympathiques, notamment au domaine du possible, euh, ou toute la communauté qui gravite autour de l'association Discorea. Enfin voilà. N'hésitez pas, et n'hésitez pas à venir rejoindre aussi l'association de Destination Saint-Tropez si vous voulez. Enfin voilà. On fait régulièrement des présentations de différents agroécosystèmes qui peuvent exister, donc ça pourrait vous donner un aperçu. Donc, deuxième question de Jimé. Est-ce que tu as pu voir des itinéraires utilisant de l'aliante glanduleux? Deux, De l'aliante glanduleux. ouais, de l'élante, ouais. Élante, pardon, oui, c'est moi qui ai... Euh, J'en ai pas vu, mais je sais qu'il en existe. Je sais qu'en Italie et au Portugal, ils s'en servent. Alors ça peut faire débat un peu parce que nanana, c'est une plante invasive, c'est une plante exotique considérée comme invasive. Je suis d'accord. Euh, enfin, il faut pas sous-considérer ce problème de plante exotique, bien que en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle répond à un besoin de l'écosystème qui est de faire de la photosynthèse. Euh, donc j'ai envie de dire, enfin, j'irai pas en planter comme ça dans un milieu naturel et la laisser s'essaimer. Et je ferai pas, enfin, je ferai pas ça avec les différentes espèces non plus, invasives, dites invasives, mais ouais, c'est possible, ça existe. Il y en a pas en France, je crois, mais je sais qu'il y en a dans d'autres pays plutôt méditerranéens. Et, et en fait, bah, elle est où? Enfin, c'est une plante qui est assez dingue, quoi. On taille, elle repousse. Après, les grandes questions aussi qu'il y a des fois avec ces plantes exotiques, c'est est-ce qu'il y a le même fonctionnement qui se passe au niveau du sol et des symbioses, enfin, des associations avec les micro-organismes. Ça peut être étudié, donc je peux pas dire, mais voilà. Alors, hop. Donc, quand tu abordais toute la partie sur les bactéries et leurs réactions chimiques, j'ai une question d'Apple qui demande qu'est-ce qu'elles y gagnent les bactéries dans cette réaction chimique avec les méristèmes racinaires? Pardon, c'était quoi la première partie? Qu'est-ce que gagnent donc les bactéries dans les réactions chimiques que tu évoquais avec les méristèmes racinaires? Qu'est-ce qu'elle gagne? Et ben en fait, les exudats racinaires, c'est des sucres, c'est de la bouffe. En fait, elles mangent, tout simplement. Ces exudats racinaires, c'est de l'eau, des lipides, des sucres. Enfin, c'est une telle mixture que c'est de la nourriture, quoi. Donc, elles y gagnent qu'elles mangent. Alors, autre question d'Isabelle Frère. Est-il pertinent de planter des aromatiques, des petits fruits et des arbustes spontanés, comme du laurier thym par exemple, au pied de vieux fruitiers? Et du coup, suite de la question, est-ce que cela pourrait venir régénérer ces vieux fruitiers qui ne sont plus en fruits, donc en production actuellement? Alors, il est pertinent de créer des agroécosystèmes multistratifiés avec plein de plantes pour maximiser la photosynthèse. Les petits fruits, les vivaces, les aromatiques, tout à fait, c'est des plantes qui sont pertinentes. Après, j'ai envie de dire pas n'importe comment. Encore une fois, enfin, c'est pas. Enfin, on, et on consacre une journée entière sur le design dans la formation pour comment penser et construire un design en agroforesterie syntropique. Euh, Parce que ça se fait pas n'importe comment, mais oui, oui, c'est tout à fait possible, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein. Vraiment, on plante des petits fruits, des aromatiques, des annuels, des bisannuels. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la stratification à toutes les étapes de la succession naturelle, quoi. Donc, c'est tout à fait pertinent. Après, quel impact ça va avoir sur les vieux fruitiers? Moi, ce que je conseillerais pour ces vieux fruitiers-là, c'est ce qu'on appelle enfin, des grosses tailles de risettes. Enfin, s'ils sont plus vraiment productifs, c'est on vient couper tout le monde très fort. On vient regreffer ces fruitiers et, euh, et cette grosse taille, on réimplante plein de plantes en même temps et on recrée un agroécosystème syntropique à partir de ce vieux verger de fruitiers. C'est une technique qu'on peut tout à fait faire quoi.
on peut restaurer ce verger et, enfin, on peut restaurer, tout à fait restaurer ce verger comme ça, quoi. Euh, Avant de passer à la suivante, donc j'ai Jigmé du coup qui t'invite à passer le voir dans quelques années, puisqu'il va tenter du coup le coup avec les lentes. Ok. Et Jigme, il habite où? Que je sache où il est passé voir. Où habite Jigmé? Eh ben écoute, j'attends la réponse en commentaire. Donc Très question de bien. Cosette Olivier, les tailles seraient-elles préférables en période végétative ou non? Oui. C'est, enfin, les tailles, alors, sur les ligneux, il y a encore débat dans notre communauté de praticiens et praticiennes en agriculture syntropique sur quel est le moment le plus propice pour les faire. Euh, il y a une première taille qui se fait soit pendant l'hiver, soit au début, au démarrage du printemps, quand on sent que tout est là, tout repart, commence à repartir, baf, grosse taille, et pff, explosion derrière. Et après, l'autre taille sur les arbustes va se faire plutôt, enfin les autres tailles potentielles vont se faire plutôt, oui, en période végétative, tout à fait. Et après, sur les vivaces, c'est que en période végétative, quoi. Sur la programmation de tes tailles, tu les fais à l'échelle du milieu de la plante en simultané. Alors, elles sont faites de manière simultanée, comme je le disais Ouais. dans la partie. Euh, Elles sont faites de manière simultanée. Et en fait, ce qui va se passer, enfin, pourquoi de manière simultanée? C'est déjà pour maximiser vraiment tout ça. Mhm. Et aussi pour, enfin, on fait enfin, une contraction et après tout le monde va venir les liens vont venir se faire. Enfin, d'autres liens peuvent se faire aussi. Mais c'est aussi parce que gros apport de lumière pour les plantes qu'en ont besoin. Chez le Center Plants, il y a un afflux de lumière qui est nécessaire pour la mise à fruit, enfin, en tout cas, pour créer les bourgeons qui seront les futurs fruits. Donc, on favorise la taille tout en même temps. Et voilà, après, les ligneux, donc les arbres et arbustes, ça va être plutôt deux, trois tailles maximum pendant l'année, en fonction des climats et des conditions, quoi. De Mhm. une à trois. Et, euh, et après, les vivaces, c'est des tailles plus régulières. Ça dépend aussi de quelle vivace on a mise et de leur réponse à à la taille des perturbations. Mais voilà, tout ça s'adapte en fonction du climat, quoi. C'est ce que enfin, si je vous décris comment ça fonctionne en climat méditerranéen ou comment ça fonctionne en climat océanique, on n'est pas dans les mêmes environnements, donc ça, il y a des choses à adapter. J'ai eu une réponse donc du coup de Jigmé qui me dit qu'il est en Dordogne, pas loin de chez Anaël. Bah, je serai pas loin encore. J'irai le voir, Pas avec mal. plaisir. J'ai pas d'autres questions pour le moment. Je regarde que j'ai oublié personne. Il y a des commentaires sur crois, quelle plante utiliser, Oui, quelle plante support utiliser, des c'était choses comme celle-ci, ouais, ça. celui-ci que je recherchais. Parce qu'il y a eu des réponses Euh, en même temps dans le chat, mais peut-être que tu veux venir agrémenter un peu. Bah, c'est la clé, allez voir ce qui se passe chez vous. Vraiment, je vais commencer par ça, c'est trouver une friche près de chez vous et regarder les plantes qui poussent dans la friche, quoi. Déjà, vous aurez une bonne indication de ce qui se passe. Je sais qu'on n'est pas très fan, en général, nous, des plantes avec les épines, euh, mais qu'on les voit beaucoup dans les friches près de chez nous, les pruneliers, les ronces, les aubépines. Donc en général, je me dis, ok, prunelier, je vais chercher une plante, les prunius, qui appartiennent à la même famille, qui vont avoir à peu près le même rôle. Ça va bien se passer. Les aubépines, c'est des rosacées. Les ronces, on va mettre plutôt des ronces sans épines. Enfin, voilà. Mais oui, et après, je voyais, c'est marqué sur la bouture. euh, on essaye aussi d'avoir des systèmes qui sont à faible coût, donc on va beaucoup utiliser de bouture. Mais moi, j'aurais aussi une recommandation, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe encore. Ça a été peu étudié au niveau des plantes qui sont bouturées, comment elles repoussent, etc. Mais travailler, essayer de travailler principalement avec du semis, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait nous. On met énormément de graines, parce qu'un arbre qui germe de semis, ça n'a rien à voir avec un arbre qui a passé un, deux
ans en pépinière ou une bouture. Dans le temps, ça n'a pas du tout le même comportement et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, ce qu'on ne voit pas, mais c'est que dans la graine, il y a directement ces bactéries-là qui sont bénéfiques pour l'implantation de l'arbre. Et je crois que c'est Ernst Zucker qui, dans un de ses podcasts, dit pourquoi croyez-vous que les plantes font autant de graines? Euh, Si c'est parce que, enfin, lui, il dit que c'est pour ensemencer le milieu en bactéries, en fait, plus que réellement se reproduire. Et il dit, enfin, vous croyez pas que ça fait des millions d'années d'évolution et que si les plantes voulaient vraiment se disperser correctement, elles auraient trouvé d'autres stratégies que de faire une graine sur 1000 qui va germer. Euh, il y a sans doute d'autres rôles qu'on ne voit pas à ces graines. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire des récoltes de graines et à mettre pas mal de graines dans vos systèmes parce que c'est vraiment une des clés de la construction d'agroécosystèmes qui vont être robustes, quoi. Plus on aura des choses issues de semis, mieux ça pourra se comporter face aux différents dérèglements qu'on connaît aujourd'hui. Une question qui vient d'arriver. Hop, alors, que je comprenne bien. Est-ce que donc le développement, que je comprenne correctement la question, est-ce que le développement racinaire, euh, Ouais, attends, je l'ai sous ouais, les yeux. tu l'as sous les yeux, c'est bon? Crois, crois avoir compris. Euh, Enfin, en gros, euh, une plante qui, par exemple, grandit en pépinière, quand on va venir l'arracher, on va venir casser une partie de son système racinaire, et notamment ce qu'on appelle les racines pivots. Alors, il y a des études qui ont été montrées que la plante va refaire des racines pivots subsidiaires, mais plus petites, et on va venir casser la racine pivot principale. Donc déjà, des fois, il y a des problèmes d'ancrage tout simplement des arbres. C'est-à-dire que bah, beaucoup de vent et des arbres qui ont été grandis en pépinière vont avoir une tendance à se coucher parce que plus de racines pivot qui les ancrent profondément dans le sol. Et pour des vieux arbres, plus l'écosystème évolue, il y a aussi des arbres qui ont leurs racines qui vont des fois même jusqu'aux nappes phréatiques et qui ont aussi ce rôle en fait de faire remonter l'eau du bas vers le haut et de la redistribuer en fait à l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est ça que je comprends derrière les variations climatiques. En tout cas, oui, enfin, plus votre système racinaire va être endommagé à la plantation ou atrophié ou que sais-je, moins l'arbre va être en capacité de résister possiblement aux différents stress qu'il peut subir, bien que enfin, voilà, le végétal est quand même assez résilient et on peut être très très étonné aussi de sa robustesse. Donc, euh, donc voilà, notamment chez les fruitiers, vous les trouverez difficilement. euh, euh, Enfin, surtout si vous voulez adapter la vigueur, vous les trouverez. Enfin, il va falloir les greffer, quoi. Donc, à moins de. Dans tous les cas, oui, il y aura une partie du système racinaire qui sera cassée, mais voilà. Et sinon, s'il y en a qui veulent aussi se motiver, c'est des tests que je réaliserai dans les années qui viennent, mais ils sont déjà faits dans une ferme en Allemagne, mais ils font des systèmes où ils sèment tous leurs arbres fruitiers et ils sont directement greffés en place sur du franc. Donc, ils n'ont pas l'adaptation de la vigueur, mais ils ont des arbres qui vont être plus résistants aux maladies, qui vont être mieux ancrés, euh, mais avec une mise à fruit plus longue et plus tardive. C'est des choix. On a encore le temps pour une ou deux questions si vous en avez. Oui, je vois un commentaire. La question à laquelle j'ai répondu portait sur l'impact enfin, si on a des systèmes racinaires, enfin, voilà, la construction du système racinaire sur sa potentielle résilience aux différents stress. Ça a l'air d'avoir beaucoup Ouais, je pense d'autres qu'on questions. a fait le tour.
tout cas, Eh peut-être ben, ouais, pour vas-y, les Lucas. personnes qui sont intéressées, il y a peu de choses encore en France qui détaillent, qui détaillent ce que je vous ai parlé, là, notamment la rhizophagie et le Soil Food Web modèle de la docteure Hélène Ingham. Mais n'hésitez pas à aller taper les noms de Christine Jones, James White ou Hélène Ingham sur YouTube si vous comprenez l'anglais ou en tout cas lisez les sous-titres. Enfin, il y a vraiment beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Eh ben, merci beaucoup, Lucas. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde qui était là Euh, ce soir. Et merci à toi. Et puis bah, voilà, comme on vous l'a répété, si vous souhaitez en savoir plus, bah, vous pouvez retrouver Lucas en formation donc, dès le lundi 6 octobre. Je vous ai épinglé le lien du programme détaillé et lien d'inscription dans le chat. Ah, il nous reste une dernière question de Allez. deviner. Quel est le lieu, attends, quel est le lieu en itinéraire Saint-Tropique le plus avancé en France ou le plus ancien? Euh, la ferme des Mawagites, voilà, dans le Gers. Euh, il y a une autre expérimentation aussi qui a été faite au domaine de Mazie. Il y a une vidéo justement qui a été faite par Vers de Terre sur ça. Comment tu l'écris, Mais Mawajit? Je vais mettre le lien. M-A-G-A, Mawa, M-A-W-A-G-I-T-S. Voilà. Euh, ouais. Je J'ai pense que c'est trouvé. le système le plus avancé. Après, il y a des systèmes très intéressants aussi autre part, notamment une ferme que je vous ai parlé, au Bocaux d'Amour, au Verger au Beaugrand, au domaine du possible, etc. Enfin, il y en a pas Voilà. mal. Et non, enfin, il y a même plus avancé, mais je pense que ça va être compliqué d'y avoir accès. Mais je sais que dans le Limousin, il y a une autre ferme qui est assez. Enfin, je ne l'ai pas visitée, celle-là, mais j'irai la visiter rapidement. Qui a un système qui a 8 9 ans, je crois. Et pareil, chez un des anciens formateurs en agriculture syntropique dans le Tarn, il a un système qui a 8 ans, quelque chose comme ça, qui a été le premier système syntropique planté en France. Mais c'est des systèmes qui ont débuté, quoi. Enfin, c'était vraiment les tout pionniers. Donc, c'est là aussi ce qui est intéressant avec la ferme des Mamagites, c'est que vous avez un système de quand Grégoire est revenu du Brésil, d'avoir appris avec Ernst Götsch, et les systèmes qu'ils plantent aujourd'hui, bah, c'est pas vraiment les mêmes. Il y a davantage de. Voilà. Il a appris de ça, donc il y a aussi ce comparatif des deux systèmes, quoi. Ça peut être intéressant. On a fait le tour. Je regarde des fois que ça réagisse. Non, ça a l'air de bon. Eh ben, merci Lucas. Et merci Et à puis toi. bah, merci à vous qui nous avez rejoints ce soir pour ce webinaire. Euh, on se retrouve sur la chaîne Vers de Terre Production donc la semaine prochaine pour un webinaire en filière viticulture, si je ne me trompe pas, avec ma collègue Mélodie Roland. Et puis, voilà, n'hésitez pas à retrouver Lucas en formation pour en savoir plus sur l'agriculture syntropique. Bonne soirée tout le monde. Ça va tout le monde, merci beaucoup.